Tout le monde peut avoir du bon quelque part au fond de lui, même le pire des méchants. La preuve, Hitler a inventé la coccinelle, la voiture du peuple. Mais en fait, non. Déjà, vous savez qu'il ne l'a pas inventé, que c'est Ferdinand Porsche, mais vous pensez qu'il la lui a commandé. Et c'est pas le cas. C'est Zundap, le constructeur de moto à l'époque, qui a commandé la première étude au cabinet fraîchement créé par l'ancien ingénieur de Daimler-Benz en 1931. La crise de 29 se répercute sur les ventes. Et la firme veut se la voiture est alors le produit cousin le plus proche. L'idée de la voiture populaire commence à faire son chemin grâce à notamment à la baisse des coûts de production. Le tout à l'arrière est alors une formidable innovation permettant d'équilibrer les masses et de se débarrasser du tunnel central qui empiète dans l'habitacle pour laisser passer la transmission, du moteur qui était à l'avant vers les roues motrices à l'arrière. Une traction à avant, on sait faire déjà à l'époque, mais ça coûte cher. Ouais, alors le problème c'est que ce nouveau projet aussi, il coûte cher, c'est tout nouveau. Donc Zundap l'abandonne très rapidement et Ferdinand Porsche se tourne alors vers NSU. Ouais, je la fais rapide, rebelote le projet capote. Porsche finalise alors un prototype pour le présenter au salon de Genève. C'est là qu'Hitler est séduit par l'idée d'une voiture que les masses populaires auxquelles il a promis Monts et Merveilles pourraient s'acheter. Et il finance la suite des études sous le nom de KDF Wagen. KDF, littéralement Kraft durch Freude. Merci pour l'accent. La force par la joie. Ouais, alors ça c'est le club nazi de l'époque. Ouais, Hitler fait construire une usine et une ville. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler du système de souscription pour commander sa voiture, mais ça servait surtout à payer l'effort de guerre. Ouais, parce que l'usine va produire des Kübelwagen avec toute la partie mécanique développée pour la KDF Wagen, mais pas vraiment de berline pour les particuliers. Et à la fin de la guerre, ce sont les Anglais qui occupent cette partie du territoire allemand. Ils renomment la ville Wolfsburg du nom d'un château. Un château qu'on a d'ailleurs longtemps retrouvé sur les volants des voitures construites dans la ville. Et ils lancent la production de la Volkswagen, la voiture du peuple, pour faciliter le déplacement des troupes et pour l'exporter, pour ramener de l'argent dans les caisses. 10 000 véhicules dès la première année. Ah ouais, et puis un succès qui ne s'est arrêté qu'en 2003. Ouais, Mexique, après plus de 21 millions d'exemplaires produits. sans compter les modèles dérivés qui furent eux aussi bien nombreux. Et elle a été surnommée coccinelle chez nous, cafard, scarabée ou hanneton selon les pays, à cause de sa forme tout simplement. Et une voiture qui allait influencer le monde entier. Ouais, la question que je pose c'est, cette voiture était-elle si nouvelle que cela? Bon, j'ai déjà répondu à la question dans la première vidéo. Oui, Porsche a conçu un prototype de voiture économique qui a plu à Hitler, qui en a financé le développement. Mais ce sont les Anglais qui ont initié sa production après-guerre en récupérant l'usine. Et c'est l'export vers les États-Unis d'Amérique qui a fait le succès que la marque connaît aujourd'hui encore. La question aujourd'hui, c'est de savoir si cette voiture, qui est donnée pour avoir largement inspiré la 4 chevaux de Renault, par exemple, développée clandestinement durant l'occupation, et plein d'autres modèles, ne se serait-elle pas elle-même inspirée d'un modèle existant? Ouais, et la réponse est oui. La Volkswagen est un plagiat conceptuel, technique et esthétique, principalement de la Tatra 11. Pirate! Alors, conceptuel tout d'abord, parce que la Tatra 11 était une des voitures populaires presque pas trop chères. Tout reste relatif, un ouvrier européen avait rarement de quoi nourrir sa famille, alors se payer une voiture, vous n'y pensez pas. Si, pensez-y, parce que c'est en train de revenir. Et Hitler en a possédé une au début de sa carrière politique. Donc il a pu voir l'intérêt d'une automobile peu onéreuse et à l'achat et à l'entretien. Technique ensuite, parce que le principe du moteur à plat à l'arrière avait été mis au point par Hans Ledwinka, l'ingénieur-chef de Tatra, avant que Ferdinand Porsche ne commence son étude. Ça paraît évident aujourd'hui, mais depuis les pionniers et leurs tricycles motorisés, plus personne n'avait osé mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, tu veux dire la voiture avant le moteur. Ledwinka et Porsche se sont rencontrés à plusieurs reprises, échangeant idées et bons procédés. Disons qu'Hitler a refusé que Tatra n'ait un stand au salon de Berlin. Alors, justement, il a envahi les Sudètes, pile après que Tatra ait intenté une dizaine de recours en justice contre Porsche et la KDF. C'est peut-être pas directement lié, mais il y a une période de tension en tout cas. Plagiat esthétique enfin, parce qu'après un premier prototype qui était purement technique et qui reprenait la caisse de la 11 précédente, Tatra fit dessiner une carrosserie aérodynamique sur sa V570 par Paul Jarret, qui était ingénieur chez Zeppelin, les ballons dirigeables, et grand défenseur du streamline,
comme Raymond Lévy ou Henri Dreyfus, pour ne citer que les plus célèbres. C'est une tendance qui existe depuis les années 20, surtout avec les locomotives à vapeur. Ouais, et que Tatra a été le premier à appliquer à une voiture. Alors c'était la T77, elle était plus grosse et plus luxueuse que celle qu'on évoque aujourd'hui. Elle est sortie en 1934, c'est-à-dire avant la Chrysler Airflow, qui a influencé la totalité de la production mondiale, en utilisant exactement les mêmes principes et la même ligne générale. Donc Chrysler a copié Tatra? Ça, je sais pas. Force est de constater que la V577 ressemble comme deux gouttes d'eau, aérodynamisme oblige et format proche à la future cadet Wagen. Voilà, je me dois aussi de citer la Skoda 932, qui est un prototype de 1932 d'ailleurs, qui ressemble lui aussi fortement au prototype Tatra et à la future Volkswagen. D'ailleurs, bien plus qu'à la production Skoda de cette époque-là. La 932 Tudor de série n'ayant pas grand-chose à voir avec les innovations techniques proposées sur le prototype qui devait la préfigurer. Et si vous ne me croyez pas, dites-vous simplement que Volkswagen a été condamné à payer 3 milliards de Deutschmark à Tatra dans les années 60 pour utilisation frauduleuse de brevets. Ouais, seulement Porsche et Volkswagen étaient entrés dans la légende. Ledvinka avait été mis en quarantaine à la Libération à cause de sa collaboration et il a été oublié. Et pour l'anecdote, son fils, également ingénieur, a conçu deux modèles emblématiques chez Steyr-Puch, le Halfinger et le Pinzgauer. Alors, dites-nous dans les commentaires, vous criez au plagiat ou vous votez pour simplement le rapprochement des inspirations? J'ai déjà dit que Porsche avait déjà copié le concept et l'esthétique à Tatra. Revenons en détail sur ce processus de conception. Hans Ledvinka, l'ingénieur-chef de Tatra, cherche à développer toute une gamme basée sur les principes de l'aérodynamique aéronautique et se fait aider par Paul Jarret, qui est ingénieur aérodynamicien justement des dirigeables Zeppelin. Alors Tatra propose déjà depuis le début des années 20 une voiture populaire. Ouais, alors la T11 qui sera remplacée par la T12 en 1926, mais Tatra réfléchit à des solutions plus économiques dont le tout à l'arrière. Le moteur et la transmission sont à l'arrière du véhicule, ce qui permet de gagner de la place à l'intérieur en supprimant le tunnel de transmission, donc de placer les sièges plus bas, baissant le centre de gravité, donc améliorant la tenue de route. Et ça permet également de supprimer les vibrations dues à l'arbre de transmission, et donc les bruits que cela engendrait. Et si vous devez allonger la poupe pour y installer la mécanique, vous pouvez en profiter pour abaisser la traînée aérodynamique. Et donc consommer moins de carburant. Pour autant, le premier prototype V570, destiné à valider la mécanique, n'est pas aérodynamique. Le suivant, celui de 1931, le sera. Il y a des brevets permettant d'adapter les principes théoriques de Jarret aux véhicules automobiles, et il y a énormément de brevets pour refroidir le moteur placé à l'arrière. Le développement très technique prend du temps, et le premier prototype donne sa carrosserie à la T57, qui est une petite voiture deux portes, qui reprend la plateforme de la T12 précédente, c'est-à-dire un châssis poutre et moteur à l'avant, et cette voiture se vend bien. Ouais, donc le concept innovant va encore devoir attendre son tour. D'autant que Ledvinka mène plusieurs études en même temps, coûteuses chacune. Donc il y a la grosse voiture la plus rentable qui va devenir prioritaire. C'est donc la T77 qui sera la première en 1934, parce qu'on sait qu'on fait plus de marge dessus, elle va rapporter plus d'argent. Ledvinka est ami avec Ferdinand Porsche, qui est né dans ce qui ne s'appelait pas encore la Tchéquie. Ils échangent autour de leurs travaux et Porsche lance son bureau d'études en 1931. Alors avant cela, Porsche avait été ingénieur pour l'honneur, concevant notamment des voitures électriques. Ensuite, il a été chez Daimler Mercedes-Benz à l'époque, les fameuses flèches d'argent, la T80 des records, et enfin l'Autrichien Steyr jusqu'à la faillite de celui-ci des suites du krach boursier de 1929. Ouais, il fonde alors son bureau d'études et répond à la demande de Zundap, un constructeur de motos qui voit en automobile une façon de diversifier son offre pour ne pas faire faillite, avec la Type 12. Et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Tatra V570. Et le constructeur n'a pas les moyens de développer un véhicule totalement nouveau, qui plus est dans une industrie qui n'est pas exactement son cœur de métier. Porsche repart avec son projet sous le bras, va voir une entreprise qui sait déjà construire des automobiles, c'est NSU, ça va devenir la Type 32 en 1934. Ouais, sauf que NSU est déjà partenaire de la Fiat pour les automobiles. Et Fiat qui voit d'un mauvais œil cette nouvelle concurrence quasi interne. Et NSU produit aussi des motos dont la vente repart à la hausse. Ils ont plutôt intérêt à investir dans l'outil de production de ce qu'ils vendent déjà et qu'ils savent faire, plutôt que dans le développement de nouveaux véhicules. Et c'est finalement chez son ancien employeur, chez Mercedes, que Ferdinand Porsche trouve un écho favorable à la production de sa voiture.
c'est la Mercedes 130 W23 qui est présentée en 34. Sauf que l'arrière est trop lourd, la conduite pas assez confortable, le modèle ne rencontre pas le succès et sa production stoppe très rapidement en 36. Pour autant, la firme à l'étoile n'a pas abandonné. Et on propose, on va dire, une évolution, c'est la 170H, la W28, qui est présentée au Salon de Berlin en même temps que les berlines 170V, qui utilisent la même mécanique que la grande 260D. Le problème, c'est que la 170H, qui est donc la toute à l'arrière, coûte 15% plus cher que sa sœur à la disposition mécanique plus conventionnelle. On se doute qu'à prestation à peu près égale, si elle coûte plus cher, elle n'a pas beaucoup de chances de bien se vendre. Et le déclenchement de la guerre aura raison de sa production. Mais, effectivement, ça ressemble de plus en plus à la future. Son châssis modifié servira pour le prototype Schlierwagen, surnommé l'œuf de Göttingen, développé par Karl Schleur. Ça, c'est juste avant la guerre, et c'est un véhicule qui offre un coefficient de pénétration dans l'air de 0,15. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de voitures. Je crois qu'il y a la Lightwear, qui est un modèle néerlandais qui a été très éphémère, qui l'a dépassé, c'est tout. Donc c'est une variante économique de cette Mercedes que Ferdinand Porsche utilise pour répondre à l'appel à proposition du Führer Adolf Hitler, désirant, on va dire, doter son peuple d'une voiture abordable. Et la suite de l'histoire, on la connaît. La voiture est vendue par souscription, sauf que celle-ci ne sert qu'à financer l'effort de guerre en payant la production des véhicules, reprenant la même base mécanique de la Kadett-Wagen, mais en version éventuellement voiture de commande, voire tout-terrain véhicule tactique. Puis réel lancement de la production par les Anglais qui ça leur permet de produire localement un véhicule léger pour faciliter les déplacements des troupes et aussi de la vendre à l'étranger pour faire entrer des sous dans les caisses et de la région et de leur industrie. Voilà, principalement aux États-Unis, et le succès va faire que ce modèle va être produit, fabriqué neuf jusqu'en 2003 au Mexique. Si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et puis à partager la vidéo.